Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigée par Denis Prienne. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques. Droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Mohamed Harakat, Géopolitique et géoéconomie marocaine en Afrique, 2022. Patrick Kabou, Le droit de la guerre dans les religions et traditions d'Afrique noire, 2022. Moussa II, Christian Théophile Obama Bellinga, Voix de communication et espace culturel en Afrique, hommage à Philippe Blaise Essomba, 2022. Nathanaël Noël Owono Zambo, Penser la Covid-19 en Afrique, de la crise sanitaire à l'éthique de la crise, 2022. Jacques Lewa Leno, L'audiovisuel en Guinée. Contenu et défis, 2022. Asogba Geze accent aigu accent aigu. Les taxis-motos dans les villes d'Afrique subsaharienne, l'informel en question à Lomé, 2021. Gilbert Nguema, Céline Biloghekougaghe. La désillusion de l'école en milieu populaire au Gabon. Uniformisation ou diversification représentationnelle, 2021. Roré Brites, Mauritanie. Que nous laisseront les vents de sable. Essai sur le présent et l'avenir de la République islamique de Mauritanie, 2021. Remerciements. Conscient du fait que la perfection est loin d'être accessible à l'homme d'une part, et que d'autre part il est plus difficile de réussir dans un projet intellectuel de haute facture sans s'ouvrir aux observations extérieures, nous avons fait recours dans la rédaction de cet ouvrage à l'expertise de plusieurs personnes à qui il importe de manifester nos sentiments de gratitude. Ainsi, nous remercions très sincèrement les professeurs Odilon Gamela, Emmanuel Ntokao, François Mukoka, Adélar Nkuanzaka, ainsi que messieurs Nazer Tsunda, NSIAL Azimbi, LUMENYEM Aloulé et KSIMBOTE qui ont consacré leur précieux temps à la lecture du manuscrit de cet ouvrage. Leurs observations et orientations nous ont été d'une grande importance, sans oublier la documentation mise à notre disposition pour enrichir le contenu de cet ouvrage. Nous exprimons anticipativement nos reconnaissances aux personnes qui vont se donner la peine d'acquérir et de lire cet ouvrage, pour toutes les remarques constructives qu'elles voudront bien nous faire parvenir en vue de l'amélioration de la prochaine parution. Toutes nos reconnaissances à la maison d'édition qui a accepté de publier cet ouvrage. Les auteurs. Préface. La gestion des ressources humaines constitue un véritable goulot d'étranglement pour les entreprises et autres organisations des secteurs tant publics que privés. Beaucoup de dirigeants éprouvent d'énormes difficultés à définir une politique de recrutement efficace et répondant aux normes en la matière, à décrire les postes de l'entreprise ou à fixer des principes clairs de promotion et d'avancement en grade, ou encore à déterminer avec précision un système et différentes natures de la rémunération. L'évaluation permanente du personnel, ainsi que la formation en cours d'emploi, la gestion des carrières et la mobilité professionnelle, les conditions de travail, etc., constituent également des domaines qui donnent du fil à retordre à beaucoup de dirigeants d'entreprise. Sur 244 pages, Hilaire Maka-Indu Massamba et François-Xavier Langi Sogena passent en revue, avec des illustrations précises et claires titrées de la vie quotidienne des entreprises, ces questions épineuses, mais vitales, à la base du progrès ou de la régression des organisations, publiques ou privées. Dans un style pondéré, les auteurs font promener le lecteur dans les méandres de la gestion des ressources humaines, qui va au-delà de la fonction personnelle, qui a sonné la sédentarisation de la main-d'œuvre avec notamment le développement des grandes entreprises ayant rendu nécessaire la rationalisation des pratiques de gestion du personnel. En effet, la rationalisation a connu une évolution lente mais sûre, des hauts et des bas, sur lesquels les auteurs reviennent en s'appuyant sur une bibliographie riche, bien sélectionnée et récente. En bons formateurs, MAKINDU et LANGI terminent leur étude avec plusieurs exercices, en annexe, pour permettre aux dirigeants d'entreprise et aux directeurs de ressources humaines de s'y référer éventuellement, en cas de besoin.
Cet ouvrage est certes consacré aux principes généraux de GRH, mais son application à la réalité de la rez-de-chaussée en fait un outil de référence pour les dirigeants et DRH d'entreprises opérant sur le sol congolais. Mon souhait le plus ardent est qu'ils trouvent un écho favorable auprès des précités, pour les aider à assurer une GRH efficiente de leurs organisations. Nkuanzaka Inzanza Adelar, professeur ordinaire. Introduction. La gestion des ressources humaines, comme le comportement organisationnel, sont des disciplines essentiellement mobilisées dans une logique instrumentale, pour répondre à un besoin exprimé par le business. Il s'agit de mettre en place un outil, le moyen, pour contribuer à la production ou au profit de l'entreprise, la finalité. Cette perspective réduit l'homme au travail, à un facteur de production, à une ressource qu'il s'agit de mettre au service de la seule finalité économique. Elle présente deux limites importantes. D'une part, elle a largement fait la preuve de ses effets destructeurs pour la société et la vie des travailleurs. D'autre part, elle véhicule une conception amorale du management aujourd'hui contestée, Tasquin et Dietrich, 2016. La GRH est comprise par Cadin, Guérin et Piger, 2007, comme un ensemble d'activités permettant à une organisation de disposer des compétences correspondant à ses besoins, aussi bien quantitativement que qualitativement, prenant ainsi en charge les questions concernant notamment le recrutement, la rémunération, l'évaluation, la mobilité et la gestion des carrières, la formation, les relations professionnelles, les conditions de travail, etc. La GRH est une fonction de l'organisation visant à développer l'efficacité individuelle et collective des personnes employées par l'entreprise. L'efficacité étant la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints, la GRH aura pour mission de conduire le développement des RH en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise. La GRH définit les stratégies et les moyens en RH, les modes de fonctionnement des organisations et la logique de solutions de soutien afin de développer les compétences nécessaires pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Dans cet ordre d'idées, Hegel 2016 fait remarquer que dans un environnement de plus en plus turbulent, devenu imprévisible, les organisations misent davantage sur une logique d'adaptation que de gestion. Le capital humain reste à cet effet le pivot central de l'efficacité. Voilà ce qui justifie le rôle de plus en plus grandissant du directeur des ressources humaines, DRH, au sein des organisations contemporaines. Il est question de mettre à la disposition de l'organisation des ressources humaines, utiles, utilisables et réellement utilisées. Il va sans dire qu'un équilibre entre les effectifs, les qualifications des ressources humaines et les objectifs de l'organisation sont constamment à rétablir. Il est généralement admis que les ressources humaines constituent le moteur de ce que représente l'entreprise. Elles mettent à la disposition de l'organisation ce dont elle a besoin et conditionnent l'atteinte des objectifs assignés. C'est ainsi que la GRH est l'une des fonctions les plus populaires de notre temps. Cadin, Guérin et Piger 2007 estiment que hormis le marketing et la publicité, la gestion des ressources humaines est probablement l'activité la plus connue que les domaines de gestion puissent avoir. Kiss et al. 2005 disent à ce sujet que le personnel est la ressource la plus importante d'une entreprise. Toutes les autres ressources remplissent une fonction spécifique, d'une façon spécifique, à un niveau prédéterminé, mais les personnes, elles sont flexibles. Les employés sont la seule ressource présentant un potentiel illimité dès lors qu'ils sont correctement encadrés et motivés. C'est ainsi que Peretti 2014 dit que parler des ressources humaines ne voudrait pas dire que les hommes sont des ressources, mais qu'ils en possèdent. Pic 2010 note qu'en dépit de la crise de l'emploi, la guerre de talents est atroce. Les entreprises se livrent des guerres sans merci pour attirer les meilleures ressources et cherchent à disposer d'un vivier pour créer un flux permanent d'entrée, indépendamment des postes à pourvoir à court terme. Une politique de marketing RH performante est déployée auprès de populations cibles, pour séduire et attirer des candidats aujourd'hui mieux informés et plus exigeants. L'importance incontestée et incontestable de ressources humaines dans l'atteinte des objectifs des organisations fait d'elle le pivot central de l'activité humaine. Voilà pourquoi sa gestion diffère de celle des autres ressources. En effet, étant donné le caractère dynamique de ces ressources, leur gestion n'est pas une mince affaire.
Cette situation est à la base de la diversité des activités nécessaires à la gestion des ressources humaines. Ceci dépend également de la nature et des objectifs mêmes de l'entreprise, d'un secteur d'activité à l'autre, d'un pays à l'autre et ce, quand bien même certaines activités communes peuvent se retrouver dans presque toutes les entreprises. Ainsi, cet ouvrage analyse les activités dites génériques de la GRH, partant de l'entrée de l'employé dans l'organisation jusqu'à son départ. Il s'agit en fait d'étudier tout ce qui entoure la vie de l'employé depuis son entrée dans l'organisation jusqu'à sa sortie, tout en ayant un regard particulier sur les réalités vécues dans les entreprises congolaises. Étant donné que le caractère premier de toute gestion réside dans la capacité du manager à mieux connaître l'entité et scruter l'avenir, cet ouvrage commence par présenter la fonction RH et la planification des besoins des organisations en RH avant de penser au recrutement. Dans le souci de s'adresser au large public possible, apprenants, praticiens, chercheurs, pouvoirs publics, etc., la clarté du style ainsi que les illustrations d'ordre général et issues du monde de travail congolais sont passées en revue dans certaines des activités abordées. L'approche méthodologique suivie pour la rédaction de cet ouvrage, à savoir les exposés, les exemples tirés du monde réel et les exercices d'application en annexe, fait de lui un outil à la fois théorique et pratique. En effet, nous commençons pour les principales questions concernant la GRH par exposer les généralités y afférentes avant de les mettre en relief avec les réalités congolaises. Cet ouvrage permet au lecteur de comprendre et de connaître les activités requises pour la gestion du parcours professionnel du salarié, du début à la fin de sa carrière, le comportement adéquat à adopter lorsqu'on se trouve devant telle ou telle autre situation. Il aidera également à se faire une idée précise sur les réalités congolaises en matière de GRH, la portée et les limites du Code congolais du travail. Les prises des positions des auteurs s'inscrivent tout simplement dans la droite ligne de ce qu'ils sont, à savoir des formateurs et des chercheurs ayant vocation à faire rayonner la lumière là où les ténèbres semblent s'installer. Les auteurs restent ouverts à toute critique constructive, visant l'avènement d'un monde du travail où il fait mieux vivre. Chapitre 1. Présentation de la fonction RH et la planification des besoins en RH des organisations. Il est plus important pour la direction des ressources humaines, DRH, avant de penser au recrutement d'un employé supplémentaire, de procéder à une planification des besoins en ressources humaines de l'entreprise ou de l'organisation. À ce sujet, Brown 2002 pense que dans un contexte des PME marqué par la concurrence, la capacité d'évaluer avec précision les futurs besoins en main-d'œuvre devient un élément crucial de l'élaboration des stratégies d'affaires des entreprises en technologie de l'information, TI. Heureusement, les entrepreneurs peuvent désormais compter sur un nombre grandissant de logiciels de planification et de gestion des ressources humaines pour les seconder dans cette tâche stratégique. En effet, la planification de la main-d'œuvre consiste en un ensemble d'activités dont l'objectif est d'évaluer la demande et l'offre de travail. La première étape consiste à examiner les divers facteurs qui influencent l'offre de main-d'œuvre sur le marché et évaluer les besoins en personnel de l'organisation à court, moyen et long terme. Ainsi, il sera possible de coordonner les efforts pour disposer des ressources compétentes au bon endroit et au moment opportun, le tout afin d'atteindre les objectifs organisationnels, Moreno 2008. Une gestion rationnelle des ressources humaines ne peut qu'être basée sur une planification adéquate des besoins en personnel. C'est elle en effet qui ouvre la voie au processus de recrutement. Une planification réussie passe par le respect d'une série d'étapes dont nous examinons dans le cadre de cet ouvrage, les plus significatives d'entre elles, et quelques outils indispensables à utiliser à bon escient pour ce faire. Avant d'y arriver, nous avons estimé utile de commencer d'abord par présenter la fonction RH, qui se trouve au centre de notre préoccupation. Présentation de la fonction RH. Origine et évolution de la fonction. Selon Arnaud 2013, le développement de la fonction RH sous sa forme moderne remonte généralement à la décennie 70. Le passage du vocable administration du personnel à celui de management des ressources humaines reflète mieux une nouvelle conception du facteur humain par les dirigeants des entreprises. De la conception économique,
considérant le facteur humain comme un coût à minimiser ipso facto, on a évolué vers l'approche managériale qui le considère comme une ressource à optimiser, constituant l'objectif même du management au cours de la première moitié du XXe siècle. Toutefois, notons qu'avec le développement des nouvelles technologies de communication et de l'information, NTIC, donnant naissance entre autres à la notion de l'intelligence artificielle, IA, une tendance au retour à la case de départ est à craindre. Des milliers d'emplois jadis occupés par les hommes sont menacés, on préfère réduire les effectifs, compensés par des applications des NTIC, robotisation, gestion assistée par ordinateur, IA, etc. Des vieux métiers disparaissent, des nouveaux métiers apparaissent, ainsi de suite et le monde du travail continue son chemin. Les pouvoirs publics devraient déjà repenser l'ensemble du système éducatif pour pouvoir permettre aux Congolais d'être employables demain. De la fonction personnelle à la fonction RH. Historiquement, la gestion des hommes au cours du XIXe siècle s'est rationalisée. D'une force de travail disséminée et pluriactive, le passage se réalise vers une main-d'œuvre qui se sédentarise dans les villes et n'exerce plus qu'une seule activité. À ceci s'ajoute le développement des premières grandes entreprises, illustrées par les compagnies de chemin de fer, 138 000 employés en 1869. La masse de travailleurs à gérer rend nécessaire une rationalisation des pratiques de gestion du personnel. La fin XIXe jusqu'en 1945 connaît une véritable émergence de la fonction. Là encore, les grands groupes, notamment automobiles, Renault, jouent un rôle significatif. La rationalisation de la production, avant les travaux de Taylor à cette époque, et sous l'influence des ingénieurs, confère la logique de l'honneur de Philippe Diribarne, et on voit apparaître des premiers éléments qui structurent la vie salariale. Le 24 mai 1864, émergence du droit de grève. Le 27 décembre 1890, naissance du contrat de travail. En 1910, apparition du Code du travail. En 1919, naissance du régime des conventions collectives. À cette époque, les patrons développent une politique sociale sous forme de paternalisme, ex-Schneider au Creusot. Les premières activités du service du personnel sont le recrutement, l'affectation des personnes dans les ateliers. Un effort d'harmonisation de certaines pratiques de la GRH a été constaté à travers notamment la centralisation du recrutement, l'harmonisation des procédures de notation, de systèmes de paye, la prise en compte des syndicats et des facteurs humains, moins de brutalité dans la gestion des hommes. Au début du XXe siècle, fait remarquer Arnaud 2013, Taylor constatait que les ouvriers professionnels, HOP, étaient les seuls à maîtriser les savoirs de production, trônant sur des travailleurs journaliers sans qualification. De ce fait, l'enseignement des gestes et des méthodes de travail ne dépendait que d'eux. Le travail se développait autour de la dimension du métier, proche du compagnonnage, exigeant une expérimentation et un apprentissage de longue durée. Pendant les 30 Glorieuses, le contexte est propice à la pérennisation des pratiques de gestion du personnel sous l'impulsion du Fordisme, de la standardisation et de l'uniformisation des emplois ainsi que du prestige de l'organisation bureaucratique. On peut aussi noter le développement du courant des relations humaines qui met l'accent sur le facteur humain, la prise de conscience que la motivation et la performance sont liées aux conditions de travail et à la qualité des relations humaines dans l'entreprise. Moreno 2008 note que Philippe Diribarne a mené aussi des enquêtes sur la signification sociale des activités et sur l'influence des cultures nationales sur le fonctionnement des organisations. Il fait observer que les réactions d'un salarié à une situation ou une action donnée sont fonction de son interprétation, donc de son système de sens. Selon Weiss et al. 1999, la fonction personnelle se caractérise notamment par une centralisation, homogénéisation des statuts, structuration de leur mode de gestion, négociation avec les syndicats. Une rationalisation pratiquement taylorienne de la fonction avec des techniques bien définies et ordonnées. Une professionnalisation de la fonction et une recherche de cohérence avec la stratégie de l'entreprise. Il est curieux de constater qu'en plein XXIe siècle, les acquis très lointains de la GRH comme le contrat de travail, le droit de grève,
l'uniformisation de la notation du personnel ne semble pas encore être de mise en rez-de-chaussée dans la GRH, tant dans le secteur privé que public, les entreprises de différentes tailles. Les dispositions régissant certaines pratiques de la GRH, rémunération, formation, conditions de travail, durée de travail, etc., sont intentionnellement violées et ce, en toute impunité, puisque très souvent ce sont ceux-là même qui sont censés les faire respecter qui les violent ou sont complices de ces violations. On retiendra à titre illustratif les cas a. Des journaliers de la REGIDESO, SNEL, etc., qui n'ont jamais conclu des contrats de travail après plusieurs années des services ininterrompus. B. Des Congolais travaillant chez les Indo-Pakistanais qui sont mis à la porte sans préavis pour avoir participé à un mouvement de grève. C. Des délégués syndicaux licenciés ou révoqués irrégulièrement dans des entreprises congolaises sans distinction aucune, pour avoir exercé des activités syndicales n'ayant pas plu à l'employeur. D. La notation fantaisiste de certains employés pour des raisons non professionnelles, etc. Depuis les années 1970, de façon schématique, l'évolution de la fonction RH se traduit par le glissement de la fonction personnelle qui s'apparente à une approche administrative des RH vers la GRH et le management des RH comme l'illustrent les tableaux ci-dessous. Tableau numéro 1. Évolution de l'acception de la fonction RH. Source: Moreno 2008. En rez-de-chaussée, même si dans la théorie on parle couramment de la GRH, dans la pratique, c'est plutôt le concept de la gestion du personnel qui continue à faire son bonhomme de chemin. Il suffit, pour s'en rendre compte, de constater à titre indicatif les faibles ressources allouées à la formation professionnelle ou tout simplement son absence en dépit des prescrits du Code du travail. Tableau numéro 2. GRH comparé à l'administration du personnel. Source: Cadin et al. 2007. Avec la montée en puissance des NTIC, il est à craindre un retour en force de l'approche de la gestion du personnel au détriment de la GRH. Les jeunes d'aujourd'hui devraient déjà penser à ce danger pour faire un choix judicieux de leur filière de formation. Tableau numéro 3. Distinction entre la fonction ressources humaines et le service des ressources humaines. Source: Saintonge, Guerrero, N. et Brun 2013. En rez-de-chaussée, la fonction GRH est beaucoup plus rencontrée dans les grandes organisations alors que dans les petites et moyennes et entreprises ainsi que les ONG, c'est beaucoup plus la fonction service des RH ou gestion du personnel qui est d'application, compte tenu des niveaux hiérarchiques et des ressources disponibles. Dans le secteur public, on rencontre dans certaines structures des fonctions de la GRH qui ressemblent beaucoup plus à des coquilles vides, services de formation par exemple sans aucune activité de formation depuis des années. Tableau numéro 4, modèle de GRH. Weiss et al., 1999. Pour être performante, la GRH devrait être beaucoup plus proactive compte tenu des mutations incessantes intervenant dans l'environnement. Cependant, un certain attentisme est tellement observé. Dans le secteur public par exemple, la difficulté de la mise en retraite faute des moyens montre bien un manque de vision stratégique. Comment ne pas penser à la sortie d'un employé dès sa signature du contrat de travail, ou sa mise sous statut si on est vraiment un gestionnaire digne de ce nom? Les pouvoirs publics congolais ont longtemps failli en matière de gestion proactive des ressources humaines. Le fait pour l'État congolais de décider de la suspension de la retenue de l'IPR sur les rémunérations des agents et fonctionnaires pendant 3 mois, d'avril à juin 2020, en vue de soulager leur misère pendant le confinement de la population et d'arrêt d'activité occasionné par la pandémie à coronavirus, Covid-19, et faire volte-face seulement 1 mois après, faute des ressources, montre à quel point la gestion réactive continue à emporter sur la gestion anticipative des ressources humaines. Dans certaines entreprises privées de grande taille comme la BRALIMA, la BRACONGO, les sociétés de télécommunications, certaines entreprises étatiques à caractère commercial, les régies financières et certains établissements publics, la gestion anticipative des RH est observée en matière par exemple d'effectifs, de formation, de la mise en retraite. Tableau numéro 5, modèle de la GRH selon Brabet. Source: Cadin, Guérin et Pigère 2007. Dans le modèle instrumental, il est supposé que l'homme est susceptible d'être orienté dans ses actions par les dispositifs de la GRH.
Le modèle arbitral managérial met l'accent sur les acteurs stratégiques capables d'évaluer les risques et les opportunités que la politique de la GRH mise en place par l'organisation ou les changements de l'environnement leur présentent. Les ressources humaines sont enclines à négocier constamment, implicitement ou explicitement leur collaboration, non seulement avec le DRH, mais avec les autres acteurs tenant compte des situations en présence. Le modèle de gestion des contradictions s'appuie sur les connaissances produites par d'autres disciplines comme la psychologie, la sociologie, l'économie, les sciences politiques, etc., pour critiquer les pratiques de la GRH. Dans un pays comme le nôtre où les travailleurs sont très mal protégés devant la puissance des détenteurs des capitaux, le modèle instrumental a tendance à l'emporter sur les autres. Ou vous acceptez ou vous refusez les conditions imposées de travail, sachant bien que quelqu'un d'autre est prêt à les accepter, même pire que celles qui vous sont présentées. C'est ici l'occasion d'espérer que le changement tant crié et vanté sera une réalité holistique. Le modèle managérial n'est d'application que dans quelques entreprises privées nécessitant des connaissances pointues, où on a du mal à trouver l'oiseau rare. Pichot et Nizet 2000 propose 5 modèles de la GRH repris dans le tableau ci-dessous. Tableau numéro 6, modèle de la GRH selon Pichot et Nizet. Source Pichot et Nizet 2000. Le modèle arbitraire est beaucoup plus pratiqué dans les PME. Le modèle objectivant dans les administrations publiques. Le modèle individualisant dans les grandes entreprises privées, surtout les banques, les entreprises de télécommunications, industrielles, commerciales. Le modèle conventionnaliste observe plus dans les universités, les hôpitaux avec des corporations, professeurs, scientifiques, administratifs, juristes, économistes, ingénieurs, psychologues, sociologues, gestionnaires, chimistes, biologistes, mathématiciens, physiciens, médecins, infirmiers, techniciens de labo, etc. Le modèle valoriel s'observe plus dans les organisations religieuses, caritatives, politiques. Raison de l'évolution. La modification des objectifs stratégiques de l'entreprise avec le temps peut justifier l'évolution de la conception de la fonction personnelle à celle de RH. La standardisation et le fordisme ayant atteint leurs limites, les exigences contemporaines concernent les coûts, la qualité, le délai et la flexibilité poussent les entreprises à repenser la conception de la main-d'œuvre. Les nouvelles réalités de la concurrence impactent les modes de production, et les entreprises se détournent généralement du modèle productif fordien au profit du modèle productif flexible, afin de faire face aux évolutions de l'environnement. Ainsi, l'apprentissage est essentiel car selon Cadin et ses collègues, 2002, ne peut gagner que celui qui apprend plus vite que les autres. Face aux exigences de plus en plus accrues des compétences, l'appartenance à des équipes basées sur le partage et la mutualisation d'expériences est source de performance et d'amélioration constante. C'est ainsi que la logique de poste cède progressivement la place à celle de compétences. Les salariés cessent alors d'occuper un poste, ils sont considérés comme porteurs de compétences, dans un monde dominé progressivement par l'approche de la GRH en lieu et place de la gestion du personnel. L'accent est désormais mis sur les compétences, l'impact des pratiques de formation, la nécessité de posséder une main-d'œuvre en quantité nécessaire et de qualité. On peut retenir de ce qui précède les constatations suivantes. Poids de l'environnement économique. La faible croissance conduit à une GRH serrée, à la prévision et aux mesures d'ajustement. Chômage. Internationalisation. L'accroissement de l'intensité concurrentielle impose la chasse aux coûts, l'accroissement de la productivité, l'utilisation optimale des équipements. Poids des partenaires sociaux mettant l'accent sur l'individualisation des solutions, la négociation. Evolution des modes de management, associés au suivi des pratiques telles que le développement organisationnel, l'enrichissement des tâches, les cercles de qualité, la qualité totale. Ces raisons, encore valables aujourd'hui, connaissent tout de même de menaces, surtout concernant l'enrichissement des tâches, compte tenu de la montée en puissance des NTIC et leurs applications dans le monde du travail. Fonction des années 2000. Les missions spécifiques. Les missions spécifiques de la fonction peuvent être appréhendées au travers des éléments ci-après. Mettre en œuvre la stratégie, favoriser le changement, administrer efficacement, motiver et impliquer les employés,
Peretti 1998. En effet, administrer efficacement requiert la mise en place d'une organisation appropriée de la fonction RH et une responsabilisation clairement définie. Les activités de GRH sont alors présentes dans d'autres fonctions de l'entreprise, chef de chantier, chef d'équipe. Développer la motivation et l'implication des salariés implique le développement des conditions permettant à l'individu de s'adapter à l'environnement et avoir une bonne maîtrise des situations en présence. D'être l'acteur principal de son plan de développement, de disposer d'une marge de manœuvre dans l'exécution des tâches confiées. Considérée comme système, l'entreprise ne peut réaliser ses objectifs avec succès que lorsque les employés y sont pleinement impliqués et motivés. Voilà ce qui a conduit à l'émergence de nouveaux modèles de GRH, notamment celui proposé par Lawler, 1988, de haute implication qui repose sur le partenariat et la mobilisation des employés. Participation et mobilisation. Il est avantageux et souhaitable de mieux connaître les attentes des salariés considérés comme des clients, un des maillons du système qu'est l'entreprise, y répondre adéquatement, tenant compte du principe de réciprocité susceptible d'amener les employés à agir dans le sens souhaité. Des sondages périodiques peuvent s'avérer nécessaires pour dénicher les attentes des employés, devant être traduites en actions ou réactions de la part du DRH. Quelques moyens d'action sont proposés par Peretti 1998, pour y parvenir, notamment variété des tâches, partage du pouvoir, promotion, rémunération, participation, formation. Favoriser le changement, renvoie à la manière d'encourager les comportements nouveaux, efficaces notamment par la formation et certains programmes de mobilisation comme de nouvelles modalités de travail ou la rémunération. Pour mettre en œuvre la stratégie, Bélanger et al. 1990, Boucherville et Morin, 1993, propose cette définition de la stratégie comme processus de formulation et de mise en œuvre des moyens appropriés en vue d'atteindre les objectifs d'une entreprise et de réaliser sa mission dans un environnement aléatoire. À ce titre, le DRH doit participer à la définition de la stratégie de son entreprise, veiller à la prise en compte en amont des conséquences sur les RH des décisions prises. Il doit assurer la cohérence de la stratégie RH avec celle de l'entreprise et la cohérence des différentes pratiques de GRH entre elles, pour une harmonie avec le sommet stratégique. Le tableau qui suit permet de saisir la question de la stratégie. Tableau numéro 7, mise en œuvre stratégique par l'entreprise. Source, Moreno 2008. C'est ici l'occasion de décourager la mauvaise habitude que nous observons souvent dans le chef des managers en rez-de-chaussée. Faire comme les autres, sans se poser la question de savoir pourquoi ils font ainsi. Le DRH congolais doit avoir à l'esprit que chaque entreprise est unique, et la stratégie qui a marché ailleurs peut ou ne pas produire les mêmes effets dans une autre entreprise. Il est temps de mettre fin au copier-coller, d'activer la fonction recherche et développement qui n'existe pas dans la plupart des entreprises ou qui est reléguée au énième plan. Approche contingente de la fonction. Selon la théorie de la contingence, chaque milieu de travail a des caractéristiques propres qui orientent les décisions et les pratiques. Les principales raisons qui ont conduit à une évolution de la GRH au cours du XXe siècle permettent de déceler les influences de facteurs aussi bien internes qu'externes sur les pratiques de la GRH. Cela permet de comprendre l'évolution de la GRH, de concevoir et mettre en place la politique appropriée. La prise en compte des influences internes et externes fait penser à l'aspect selon lequel l'entreprise est un système ouvert, faisant émerger l'approche systémique de la GRH. La fonction personnelle, devenue GRH, ne correspond plus à un nombre d'activités disparates sans référence à une vision d'ensemble. En GRH, rien n'est isolé, tout est lié et il faut justement tenir compte des différentes interrelations. Un employé non ou faiblement impliqué entamera, d'une manière ou d'une autre, l'efficacité de l'entreprise. La GRH n'est pas une structure totalement indépendante de l'ensemble de l'entreprise, au contraire, elle en constitue un sous-ensemble. À ce titre, ses objectifs doivent être conformes avec ceux de toute l'organisation. La cohérence devrait alors être le maître mot. De même que la GRH influence les autres sous-ensembles de l'organisation,
elle est influencée à son tour par chacun des autres sous-ensembles, faisant d'elle aussi un système ouvert. C'est ainsi que l'approche systémique requiert la clarification des objectifs à atteindre, gage d'une cohérence, d'une adaptation et d'une évaluation ultérieure. Une sérieuse prise en compte de cette approche pourrait aider efficacement les DRH. La contingence de la GRH résulte aussi des facteurs internes et externes à l'organisation comme l'indique CQ, cité par Cadin, Guérin et Sperluette-Pigère 2007, dans le tableau ci-dessous. Tableau numéro 8, facteurs de contingence de la GRH. Source Cadin, Guérin et Pigère 2007. La fonction GRH des entreprises congolaises a encore du mal à faire face aux facteurs de contingence tant internes qu'externes. Ainsi, peut-on parler des défaillances ci-après. Les lois ne sont pas généralement respectées. Les profils des responsables sont souvent loin de correspondre aux exigences du poste, recrutement et affectation fantaisiste, avec toutes les conséquences qui en découlent sur le plan économique et social. 3. Les technologies utilisées sont souvent rudimentaires, surtout dans les administrations publiques. La maîtrise des NTIC constitue encore un sérieux problème. Les coûts élevés des RH peu productives. Les structures inadaptées. Approche client-fournisseur. La GRH travaille pour 4 catégories de clients, à savoir les dirigeants, les actionnaires, les salariés, les organisations syndicales. Ces clients ont des attentes spécifiques que le DRH devrait satisfaire afin que la GRH soit considérée comme performante et essentielle à l'ensemble de l'organisation. Le tableau ci-dessous donne une idée des responsabilités des uns et des autres en matière de GRH. Tableau numéro 9. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.